Donc, nous allons aborder maintenant le quatrième et dernier point donc, de ce webinaire qui s'appelle « Évaluer pour certifier ». Comme vous le savez, chaque référentiel décrit exactement et très précisément les compétences, les savoirs que l'élève doit acquérir de façon à pouvoir avoir accès donc, à cette certification. Il indique également les situations dans lesquelles ceux-ci peuvent être appréciés, les niveaux à atteindre, les critères de réussite qui vont permettre justement de situer la performance du jeune. L'évaluation d'une compétence ne peut se faire en une seule fois, vous le savez, on en a parlé. Et c'est donc une nécessité que de prendre conscience de l'importance des progressions spiralaires et de cette notion de maîtrise que l'on va revoir à plusieurs niveaux. C'est pourquoi je vous propose de regarder une petite capsule vidéo. Alors, nous allons cliquer sur le lien. Nous allons donc normalement partir sur YouTube. Hop, je vais agrandir la vidéo. Et voilà. Alors, nous allons revenir initialement donc sur notre PowerPoint. Nous y voilà. Donc, grâce à cette petite vidéo, vous avez pris la mesure, bien entendu, de ce qu'est une évaluation par compétence. Mais je ne doute pas que vous en aviez déjà pris la mesure auparavant. Évaluer donc une compétence, c'est bien recueillir de l'information pertinente sur les apprentissages, une information qui sera ensuite analysée à l'aide de critères. Lorsque l'on évalue une compétence, et ça nous l'avons bien vu dans la vidéo, il est nécessaire donc d'évaluer la maîtrise de cette compétence et donc il est complètement inutile de prendre en considération le chemin que l'élève a parcouru pour arriver à cette maîtrise de la compétence. En d'autres termes, ce qui compte, c'est l'arrivée et non le chemin que l'élève a pris pour y arriver. Évaluer par profil à l'aide de paliers de compétences, cette diapositive ne vous est pas inconnue. Elle vous a été présentée par chaque inspecteur lors de la réunion de rentrée et elle permet donc de remettre en avant les différents niveaux de maîtrise de la compétence que l'on a à travers effectivement la notion de novice, de débrouillé, d'averti et d'expert. Comme vous le savez, les différences entre ces différents niveaux se passent à travers le niveau et le degré de complexité donc de la situation vécue ou simulée par l'élève, mais également la capacité donc de l'élève à expliciter donc ses actes de travail
et à considérer ses points forts, mais également ses axes d'amélioration, sans oublier la pertinence des ressources qu'il a mobilisées. J'entends par ressources, bien entendu, les acteurs, les outils, mais également la démarche, le concept, le raisonnement, les informations. Ce qui signifie quoi? Un élève expert, en fait, va être capable d'analyser ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, et surtout, il va être capable de l'expliciter et également de pouvoir évaluer l'impact de ses décisions sur l'ensemble des éléments qui font part de sa Angélique, situation. Tu pourrais revenir sur la diapo précédente, ça Je permettra reviens. de répondre à une question. Alors, on va répondre en direct à une question. Voilà. Une personne avait interrogé le fait de mettre débrouillé, elle trouvait que ce n'était pas très correct. Et en fait, ces deux chercheurs, Michel Grandjat et Henri Boudreau, que vous voyez en bas de la diapositive, qui ont défini ces paliers de la compétence. Donc, c'est ce que vous retrouvez en GA déjà depuis quelques années, c'est ce que vous retrouvez dans l'évaluation par compétence en économie-gestion, et c'est ce qui arrive dans les filières des métiers du commerce et des CAP de la vente maintenant. Voilà, excusez-moi pour cette interruption. On a répondu en direct à cette question. Voilà. Donc, nous repartons sur la diapo suivante. Donc, effectivement, le dossier d'élève pour préparer la certification est composé de 4 documents. Effectivement, le portfolio, comme M. Baldam en a parlé, et tout à l'heure également, on a eu une question par rapport à ça, on nous demandait si ce portfolio était obligatoire. Le portfolio est vivement exigé car, comme vous le voyez, il va permettre de conserver les traces de l'élève et surtout, il fait partie de la certification, il fait partie de cette préparation à la certification. Donc, effectivement, il est vivement conseillé de le mettre en place. De la même façon, le livret de compétences est un élément très important. Il va permettre effectivement de tracer le chemin parcouru par l'élève, de visualiser le chemin qui va lui rester à parcourir, mais surtout de pouvoir identifier avec l'élève, lors des différents entretiens que vous pouvez avoir avec lui tout au long de son parcours, quels sont ses points forts et ses axes de progression. Donc, le livret de compétences est un réel outil à la certification. Les bilans des PFMP permettent bien entendu de tracer donc les activités réalisées, de garder, je dirais, un œil, si je puis me permettre l'expression, sur ce qui est fait par l'élève lorsqu'il est en PFMP. C'est également un document qui va vous permettre de négocier ses futurs PFMP, puisque grâce à ce bilan, vous savez ce qui a été fait, ce qui reste à faire, ce sur quoi l'élève peut avoir eu des difficultés, ou sur les choses, effectivement, qui demandent à être approfondies. Donc, effectivement, le bilan des PFMP est important. Positionner également, il permet également de positionner l'élève sur toutes les compétences professionnelles transversales. Un petit rappel concernant l'attestation de PFMP qui est obligatoire pour toutes les PFMP. Elle doit comporter de manière systématique les 5 éléments notés sur la diapo, c'est-à-dire le nom de l'élève, le lieu de la PFMP, mais également sa durée, ainsi que le nom du tuteur et le nom de l'enseignant référent. Je vous remercie d'ailleurs à ce sujet d'y porter une attention particulière. Évaluer pour certifier, ça signifie quoi? C'est savoir recueillir l'information pertinente sur les apprentissages au bon moment et quel qu'en soit le rythme. Je reviens un petit peu sur ma vidéo. Peu importe le nombre de fois où l'élève va devoir retravailler sa compétence, l'important c'est qu'il y arrive à la fin. Donc là-dessus, soyons très clairs. On est vraiment sur une évaluation à un moment donné par rapport aux attendus. Certifier, c'est analyser en équipe. Ce n'est pas analysé seul. Le travail de la certification se fait à plusieurs au sein de l'établissement, de telle façon à pouvoir avoir un regard commun et partagé. Certifier, c'est donc évaluer un niveau de maîtrise à l'issue d'une formation et non pas évaluer les situations de formation du parcours réalisé. Encore une fois, je reviens sur ce terme. L'important, c'est l'arrivée au bout du chemin et non pas les chemins utilisés pour arriver à la fin. Le processus de certification. Vous n'êtes pas sans savoir, bien entendu, que c'est un processus qui est commun à toutes les filières et à tous les diplômes. On part d'abord d'un esprit donc commun, comme je vous le disais, d'une évaluation des compétences, avec effectivement des modalités qui vont être spécifiques et qui sont décrites dans chaque référentiel, qui vont être reprises effectivement sur les circulaires nationales d'organisation de chaque diplôme, qui paraissent chaque année. Après, nous avons donc un retour au niveau de l'académie, avec une harmonisation académique qui va être pilotée par l'inspecteur référent du diplôme et qui va permettre une garantie dans l'équité du traitement des candidats. Mais également en établissement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas sur un travail individuel, mais un travail d'équipe. Donc, cette harmonisation en établissement est importante
afin de pouvoir évaluer les élèves, mais avoir une évaluation globale et juste de l'élève, à travers les entretiens formatifs, à travers le dossier de l'élève, le conseil de classe et le positionnement final. Une feuille de route, parce que c'est important d'avoir une feuille de route lorsqu'on commence une année, enfin, commencer une année, là, on peut dire ça, on est sur une année civile, mais effectivement, la feuille de route est importante. Pourquoi? Parce que c'est mener une réflexion stratégique à l'intérieur de votre établissement, coordonnée par votre DDFPT, par votre coordonnateur de discipline. Ils sont, je vous le rappelle, des relais importants dans votre établissement. Pour mener donc différentes réflexions, nous, on va vous demander, on va vous aiguiller un petit peu par rapport à votre feuille de route, avec une réflexion sur le choix de vos outils. Quelle est la répartition des enseignements? Comment est-ce que vous la faites? Pourquoi? Quelle en est la raison? Le portfolio, quel portfolio utiliser? Dans quelles conditions? Comment le mettre en place? Le livret de compétences également. Comment vous allez le partager entre enseignants, de professionnels? Comment est-ce qu'il va être complété? Voilà, quel usage vous allez en faire? Et une réflexion, comme l'a dit tout à l'heure Madame Madrier, je reviens sur son intervention précédente, sur les simulateurs pédagogiques. Comment organiser ou réorganiser les équipements et les espaces physiques et le choix d'un système d'information à travers le PGI. Excusez-moi. Alors, je vais me permettre de compléter, notamment sur le choix des outils. Quand vous avez plusieurs sections dans un établissement scolaire, peut-être que vous aurez du mal à vous entendre sur le choix d'un outil. Peut-être que cette première promotion, c'est l'occasion d'en tester plusieurs. Et puis aussi, peut-être, de faire confiance à vos élèves, parce que sur l'aspect numérique, nous, enseignants, on doit avoir un petit lâcher-prise. On n'aura jamais la compétence technique pour accompagner nos élèves sur toutes ces transformations numériques qui arrivent, mais par contre, on reste des experts pédagogiques, on reste des experts de l'intention. Donc, mon intention, c'est que l'élève ait un portfolio avec un contenu sur lequel je vais le guider. Après, qu'il utilise un classeur papier, qu'il utilise Word, qu'il utilise WordPress, qu'il utilise Genially ou qu'il utilise Perltrees, peu importe. Et c'est là où c'est nous, enseignants, on doit avoir un petit lâcher-prise sur ces outils et vous pouvez accepter plusieurs outils dans une même classe à condition que vous, experts pédagogiques, vous ayez le contenu attendu, nécessaire pour pouvoir certifier l'élève à la fin de son parcours. Ça me semblait, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais ça me semblait important de faire cette précision-là. Justement, on va peut-être rester ensemble sur la dernière diapo, puisque cette diapo fait référence à tous les éléments dont tu as fait part à nos collègues durant la troisième partie. Donc là, effectivement, vous avez un certain nombre de liens vous permettant d'aller rechercher un petit peu plus d'informations par rapport à ce que l'on a pu vous apporter aujourd'hui. Il vous suffit simplement de cliquer et vous aurez directement le lien vers les sites.